Bonjour mes chers compatriotes. Venez, on se lave un peu, on lave un peu notre honte là. Venez, on lave un peu. On continue avec la sensibilisation. On ne sait même plus si la sensibilisation est encore utile, mais on continue avec nos engagements et on est quand même un peu secoué par toutes ces nouvelles qui nous viennent d'Afrique. Et on est aussi très respectueux du peuple sénégalais qui nous démontre une fois de plus qu'il reste un peuple vaillant, un peuple fidèle. Donc, appelez tout le monde, qu'on essaye de... Venez, on lave notre honte. Qu'est-ce qu'on va dire? Quand on a honte, on a honte. Quand on n'est pas capable, on n'est pas capable. Les Sénégalais ont été capables. Ils ont démontré qu'ils ont le courage d'accepter le changement. Nous, on est toujours là à se demander si oui, si non. Est-ce qu'on va changer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, appelez tout le monde. Moi, je vous dis, on va changer. Et puis, je profite de répondre à mes frères qui ne me laissent même plus dire un mot. Moi, je suis encore bloqué à l'extrême nord parce que j'attendais vraiment voir certaines choses et les informations qui nous parviennent démontrent simplement que, d'une certaine manière, on n'est pas complètement des malades à vouloir le changement, parce que le changement, il est inéluctable. Et je veux répondre à des petits camarades, des frères, qui n'arrêtent pas de me dire que oui, tu as dit que Cabral a fait ceci, maintenant tu dis pourquoi pas Cabral. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit de voter Cabral. J'ai posé une question, pourquoi pas Cabral? Je ne sais pas si ma question n'a pas son sens. Pour moi, Cabral reste un acteur politique et pourquoi pas lui? Après, libre à ceux qui vont voter de choisir qui sera celui qu'ils vont mettre devant. L'extrême nord du Cameroun. Il faut qu'on revienne sur la sensibilisation. Les jeunes peuvent comprendre que partout ça se passe comme ça. Ce sont les jeunes qui ont la décision finale au changement. Encore plus nous, au continent, il y a plus de jeunes que de vieux. Donc, c'est vous qui avez la mémoire fraîche. Si les jeunes se décident, on va changer. Donc, essayons de faire venir tous ceux qui ne comprennent pas nos émotions. Nous, on est admiratifs des Sénégalais. On est vraiment admiratifs parce que c'est une très bonne chose d'avoir choisi. C'est vraiment, c'est un exemple. Et je crois que le Sénégal n'est pas... ce ne sont pas les premiers exemples du Sénégal. Mais on ne va pas faire la politique. Bonjour Hercule, bonjour tout le monde. On ne va pas faire la politique du Sénégal. Les Sénégalais ont fait leur politique. Ils ont déjà leur candidat. Donc, nous, on va aussi chercher, fouiller les nôtres. Même s'il faut aller les prendre en tabac. Même s'il faut aller prendre le candidat là où on va le trouver. Bon, la question qui taraude mon esprit aujourd'hui, c'est de savoir si tout le monde est vraiment prêt. Parce que moi, ma carte d'électeur, elle est prête.
Donc, est-ce que tout le monde a sa carte d'électeur avec, ou bien est-ce qu'on parle avec uniquement avec des gens qui ne votent pas? Parce qu'on peut parler toute la journée. Si parmi nous, il y en a qui ne votent pas, à la limite, ils nous perdent le temps. Parce que décider, voter, c'est décider. Celui qui vient parler sans avoir l'assurance qu'il va voter doit d'abord prendre le temps d'aller s'inscrire sur une liste électorale et revenir nous voir avec sa carte ou bien prendre la parole quand il sera sûr qu'il pourra maintenant voter. Il y a des choses qui nous fâchent au Cameroun. Et nous continuons à dire ce que nous disons depuis, c'est que nous ne voulons plus. Et à entendre beaucoup de personnes, tout le monde est d'accord que le président Paul Biya est déjà fatigué, on ne doit plus l'envoyer devant. Mais pendant ce temps, il y a des petits malins qui font encore des appels d'air, qui disent encore Paul Biya en 2025, Paul Biya en 2025. Je ne sais pas si on va sortir de cet envoûtement ou si on est pris dans quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Mais nous devons rester fidèles à nos pensées. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire aux gens d'aller voter tel ou tel candidat. Je dis à mes compatriotes, à mes enfants, à mes frères, j'ai encore l'âge d'avoir des parents, aux parents, que non, que chacun remplisse son devoir de changer. Il y a des sujets qu'on va éviter d'aborder, bien que ce soit des sujets qui taraudent nos esprits, on serait quand même libre de demander à tous ceux qui veulent à tout prix que le président de la République, M. Paul Biya, soit candidat, de savoir si ils seraient eux-mêmes justes vis-à-vis des Camerounais, de vouloir que ce président-ci, lui, il meurt au pouvoir, qu'on fasse ses obsèques, pendant que celui que lui, il a succédé, lui, il est encore à Dakar, au Sénégal. Donc, c'est une question que moi, je veux lancer en disant que si le président arrive à mourir au pouvoir, ses obsèques seront plus que sabotées parce que les Camerounais ne pourront pas comprendre qu'on fasse ses obsèques alors que le premier président, lui, il est encore au Sénégal. Donc l'idée même de faire que le président de la République aille mourir au pouvoir ne sera pas une idée qui va rassembler les Camerounais. Ce sera une idée qui va diviser les Camerounais parce que le premier président du Cameroun, lui, on n'a pas encore fait ses obsèques. Donc, les Camerounais ne sont pas prêts à faire vraiment des obsèques du président Paul Biya dans leur esprit, en sachant que nous avons déjà un président dont on n'a pas fait les obsèques au Cameroun. Il faut vraiment qu'on avance avec ces sujets, parce que ceux qui font des calculs politiques ne peuvent pas, non pas à l'avance, mesurer l'impact que cela aurait. Faire les obsèques du président Paul Biya sans que les obsèques de M. Ahidjo soient faites aura plus une tendance à choquer les gens du Nord Cameroun. Et c'est pour ça que je le dis tant que je suis encore ici à l'extrême nord, que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord, pas que nous ne sommes pas d'accord que le président meure, ce n'est pas la question, mais nous aimerions faire les choses de manière logique et de manière crescendo. Qu'on nous fasse d'abord les obsèques du premier président, après, quand on aura le second, on sera à même de comprendre que ces obsèques aussi ont lieu d'être. Pour l'instant, forcer la main aux Camerounais pour s'attendre à des obsèques nationales avec l'engouement que tout le monde attend, peut aboutir à des surprises, à de mauvaises surprises, parce que il y a des gens qui vont boycotter ces obsèques. Même si elles sont faites au forceps, elles n'auront plus le même attrait, elles n'auront plus le même goût, comme on peut dire. Il n'y aura plus le même respect. Parce que, commençons par respecter ce qu'on a trouvé. Le président Ahidjo mérite
des obsèques dans son pays natal, moi je le dis très sincèrement, et que le coup politique qui veut à tout prix aboutir à ce que le président Paul Biya aille mourir au pouvoir n'aura pas l'effet escompté de tous ceux qui font des calculs politiques. Il y a des gens qui vont prendre l'affaire d'une autre manière. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça, il faut le prévoir à partir d'aujourd'hui. Il ne faut pas être surpris si jamais ça arrive. Et ce serait logique parce que l'ancien président, lui, il n'est pas encore au Cameroun. Voilà un des sujets qui va nous emmener à... Nous, on est là pour essayer de désacraliser, essayer de dire ce qu'on pense sur ce qui se prépare. Après, chacun fera comme il veut. Mais, tel qu'on voit la chose, et vu comment les esprits sont chauffés aujourd'hui, vu l'état de la situation du pays, les gens ne portent pas à cœur la volonté de voir les choses se passer telles que ceux qui sont au pouvoir dessinent aujourd'hui. Mais je reste focus sur ce que je pense depuis, c'est que, bon, en dehors du fait que moi je ne pourrai plus voter pour le président Paul Biya, parce que j'estime qu'il ne sera pas l'homme de la situation, le prochain président du Cameroun aura une tâche vraiment très très difficile, celle qui sera de réconcilier les Camerounais. Les Camerounais se sont un peu cachés derrière l'appartenance du village. Maintenant, quand on dit quelque chose, on fait référence, quand on vous répond, on fait référence à votre village. C'est une situation qu'on est obligé de vivre. Nous n'avons pas grandi avec ça. De ma génération, on ne s'indexait pas aussi ouvertement en fonction de ce qu'on pense. Ce qui fait que certains qui viennent même vous contredire sur votre appartenance à un village viennent en même temps avec leurs frères du village pour montrer à quel point tout le monde est arc-bouté derrière ses propres avantages. Et ça ne fait pas véritablement une société. Notre pays, nous savons que le principal problème du Cameroun, c'est son abondance en richesse, qui, à la limite, rend un peu ceux qui sont aux affaires assez fainéants de ne pas vouloir travailler. Ils ont tellement pressé les salaires des fonctionnaires que la masse salariale n'est même pas un problème pour le Cameroun. Et nous disons que les gens ne peuvent pas continuer à vivre avec un SMIC à 40 000. On ne fait rien avec un SMIC à 40 000 francs. Nous aimerions voir le Cameroun avoir le SMIC le plus haut de la zone CEMAC en fonction de ses capacités. Moi, je me base, pour moi, c'est mon échelle. On ne peut pas être la première puissance de la zone CEMAC et avoir le SMIC le plus bas de la zone CEMAC. Si on veut être logique avec nous-mêmes, on a des richesses. Il suffirait d'abord de revoir le train de vie de l'État pour permettre de repartir sur un niveau de salaire décent. Je n'ai pas honte ni peur de dire que le salaire minimum au Cameroun doit être au bas mot de 150 000. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je sais que des possibilités et des capacités, nous les avons vues. Ce qui part dans les poches et ce qui est caché. Et toutes ces choses font qu'il y a beaucoup d'argent pour le peuple. Malheureusement, les populations ne vivent pas avec ce qui doit les emmener à s'épanouir. Et c'est ça qui est dommage. Quand on est à l'extrême nord et qu'on veut parler de ce régime ici à l'extrême nord, comment on peut parler de ce régime alors que nous sommes face à une honte qui nous habite aujourd'hui? Je vais être obligé là de m'adresser à un monsieur qui lui aussi va avoisiner ses 90 ans. Vraiment, on se demande
on se demande vraiment où est passée la logique des nôtres. Parce que M. Cavaille, malheureusement, c'est un problème pour le Cameroun. Autant lui que Nyat, que Paul Biya. Ce sont des véritables problèmes. J'ai appris l'autre jour que le délégué de la Sûreté nationale avait mis en retraite quelqu'un qui avait 60 ans, ce qui est normal. Mais c'est vrai que ce n'est pas lui qui le met directement. Mais du haut de son siège, lui, il est à 90 ans. C'est-à-dire, il a déjà mangé non seulement une carrière, il est en train de manger une autre carrière. Sans compter, bien sûr, les postes qu'il avait en dehors de celui qu'il occupe maintenant. Parce que ce monsieur était ambassadeur du Cameroun en Espagne pendant des années, alors que lui, il était tranquillement à Yaoundé. Vous voyez, chers frères et sœurs, notre pays a besoin de se retrouver. Et pour qu'on se retrouve, je crois sincèrement que seul le Cameroun doit être prononcé. Nous nous sommes éloignés du Cameroun. Et j'invite vraiment tous ceux qui s'intéressent par la nation de reprendre à la limite le mot Cameroun pour le mettre devant, au même titre que les autres font chez eux. Là où je suis, je ne peux même pas vous dire de quelle ville est originaire Sonko au Sénégal. Je ne peux pas vous dire. Je sais qu'il est sénégalais. Vous voyez, on ne regarde pas ces choses-là si on cherche vraiment le changement. On regarde la qualité de l'homme, on regarde les aspirations de l'homme et l'allure pour comprendre que, oui, voici la personne qu'il faut au moment où il faut. La jeunesse, l'idéal pour l'Afrique, vraiment l'idéal pour l'Afrique, serait que tous les pays d'Afrique aient des responsables nés en 2025, nés après les indépendances. Parce que l'histoire les Africains, pour moi, ont été traumatisés par cette histoire d'indépendance. Et les gens qui sont nés avant les années 60 ont une autre mentalité par rapport à ceux qui sont nés après. Et quand j'analyse même, quand j'essaie de comprendre ceux qui sont nés dans les années 60, ils n'ont pas du tout le même raisonnement que ceux qui sont nés après les années 60. La date est symbolique, mais c'est une date d'émancipation des cerveaux qui a permis à une bonne partie du monde entier de voir la lumière de la liberté. Des pays comme la France, on sait que le grand mouvement de la France était en 68. Bon, c'était une autre forme de libération. Ce n'était pas une libération de l'indépendance, là c'était l'émancipation. Et bien, tous les droits à qui profitent aujourd'hui tous les Français. Nous, en Afrique, je crois que ceux qui sont nés après les indépendances, c'est-à-dire après 60, dans les années 70, les années 80, 90, ces personnes peuvent mieux comprendre, mieux appréhender ce qui va se passer dans les 20, voire les 30 prochaines années. Bonsoir, mon frère Sobtanier, bonsoir Lily, bonsoir Janine, bonsoir à tout le monde. Je suis 1000 fois d'accord avec toi, Janine. On ne choisit pas les dirigeants n'importe comment. Et moi, je dirais même plus. Ce sont les dirigeants qui se retrouvent au milieu du peuple. Et c'est pour ça que j'ai encore foi, à ma petite surprise, en me disant que, bon Dieu, on verra bien à un moment donné quelqu'un qui va nous sortir un autre CV, on aura peut-être un autre profil, pour nous permettre d'avoir encore une envie. Parce que les nouvelles que nous on a de tous les côtés au Cameroun, en dépit de ceux qui font semblant d'être rassurés, c'est que on parle de 2025. 2025, ce sera l'élection. Mais 2026, moi je vous assure que ceux qui n'ont pas un véritable pouvoir d'achat au Cameroun
doivent vraiment commencer à penser maintenant, parce que 2026, économiquement, ce sera très, 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 très dur. Peu importe pour celui qui sera là. Pire, si ce régime arrive à se régénérer, parce que c'est là où la situation sera pire. Si ce régime arrive à se régénérer, vraiment, il va falloir être courageux pour continuer à parler des histoires du Cameroun. Pour quelqu'un qui tient à sa sécurité, il va falloir se donner 20 ans pour dire, bon, pour ceux qui vivront, ils verront peut-être un changement là-bas. Si on n'arrive pas, moi je dis si on n'arrive pas, ben, après, on peut commencer à croire que les Camerounais, bonsoir Mouna Sawa, bonsoir, les Camerounais ne sont quand même pas des débiles. Ils peuvent comprendre à un moment donné qu'il faut un sursaut d'orgueil. On ne peut pas rester là à venir chanter tous les jours les noms des gens et ne pas se décider le jour de l'élection de changer au moins le nom qui est là. La priorité pour moi, c'est le nom qui est là. Il faut qu'on arrive à changer le nom du président Paul Biya de manière démocratique et par le vote. Ce sera réglé. Ce sera réglé. Après, on se donne le temps, soit d'une transition, pour voir. Ce n'est même pas une transition. C'est vrai qu'il y aura des changements parce que quitter de 40 ans de pouvoir, encore que le caractère de M. Paul Biya fera que le prochain président, si lui se met seulement à parler, il aura fait la différence. Hein. Parce que Paul Biya, lui, il nous a habitués au silence. Donc, le prochain président, lui, il peut déjà prendre pour première action, parler aux Camerounais, expliquer au peuple, et de ne pas rester, vraiment de ne pas prendre cette habitude de rester dans son palais et de regarder le peuple en chien de faïence. Parce que quand on regarde à la longue, les gens ont même l'impression que le président Paul Biya, à la limite, il méprise tout son peuple. Parce que le silence, malheureusement, ne parle pas. On déduit ce que pense quelqu'un quand il reste silencieux. Bon, il nous a emmenés là. J'ai toujours eu le temps d'expliquer à ceux qui se prenaient à ce monsieur que la seule qualité, l'une des qualités que on peut déceler, c'est que ce monsieur ne s'est jamais levé pour dire « je veux être président ». Ça, on peut dire ça. Ça lui est tombé sur la tête. Il a pris goût. Il était dans le chemin du pouvoir, mais il a pris goût. Et voilà le temps qu'on y a passé. Ça démontre que déjà ce n'était pas une ambition qu'il nourrissait en lui. C'est arrivé, c'est arrivé. Tout le monde a été embarqué. Tout le monde a été embarqué. Je vous ai donné l'exemple. Ici au nord, quand on regarde, ne serait-ce que M. Cavaille, parce qu'il faut bien les prendre les uns après les autres. À lui seul, il est à 70 personnes d'intégrer dans l'administration camerounaise. C'est-à-dire, pour M. Cavaille, lui, il s'est déjà régénéré sur 2-3 générations. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est pour eux. Et nous, on se dit que ce n'est pas une bonne façon de faire. Parce que si tout le monde faisait la même chose, vous voyez, on ne serait même plus de la même manière, on ne serait plus dans un pays. Bon, Dieu merci, tout le monde n'a pas utilisé les mêmes manières. Le résultat, c'est qu'à l'extrême nord, les gens sont aussi pires encore dans la galère qu'ailleurs. C'est l'extrême nord qui est attaqué par Boko Haram. Depuis que cette affaire se passe ici, quelle a été la véritable action qui a été faite pour stopper ça? La seule action qui vaille, c'est de donner des opportunités aux jeunes, c'est de donner du travail aux jeunes, c'est de permettre que les gens puissent vivre de manière décente, au lieu de les affamer et de venir des années après pour dire on fait un séminaire pour la faim, pour la famine. Donc nous sommes encore plus que jamais, mis devant nos responsabilités à tous, de se dire que regardons ce que font les autres. Nous ne sommes pas seuls sur terre. Regardons comment font les autres. C'est vrai, on ne va pas faire du copier-coller parce que les situations ne sont pas les mêmes. Mais prenons au moins le peu de courage et le peu de dignité qui nous reste pour qu'on se dise que quand même, aux yeux du monde, un président à 90 ans, un président du Sénat
à 90 ans, un président de l'Assemblée à 90 ans. Enfin, moyenne d'âge, 89 ans tous les trois. Quand même, ça dépasse l'entendement. Franchement, vous ne pouvez pas savoir à quel point cette histoire donne une honte terrible à ceux qui portent ceux qui ont cette nationalité. Non, moi j'ai honte. Moi j'ai honte. Franchement, j'ai honte de véhiculer l'image d'un pays où les trois responsables ont 90 ans. C'est une situation, non seulement elle est inédite, mais c'est un poids terrible. C'est un poids terrible de porter ça. Quand on voit, avant on disait non, c'est la France. Macron, il fait ça parce qu'il est en France. Voilà maintenant, voilà l'Afrique. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Qu'est-ce qu'on va encore dire? On va venir nous dire quoi? Mais vous avez des gros bébés à Yaoundé, à Douala, qui vous disent non, nous on a 70 ans. Ce n'est pas encore le moment. Il faut d'abord les laisser partir. Vous allez venir à quel âge? À quelle heure? Donc, ceux qui ont 85 ans aujourd'hui, eux, ils seront candidats après les autres. Quand même. Regardons-nous dans la glace, ne nous faites pas ça. Bon, à force de se lamenter, à force de dire ce qu'on dit, moi je préfère garder cette étoile et de dire, on va avoir une surprise. Je m'attends à ce qu'on ait une surprise. Et je préfère que cette surprise vienne du bon sens des hommes. Moi, je préfère qu'il vienne du bon sens. Et je dis, bien sûr, je le dis même à mes propres enfants, hein, à partir de 18 ans, tu es majeur. À partir de 18 ans, tu es majeur. Tous ces vieux majeurs de 50 ans, et je les vois, on a tellement vécu. Qui c'est qui se rappelle de Eugène Akam? Eugène Akam. Eugène Akam a été un homme d'affaires qu'on a préfabriqué, et quelque temps après sa sortie, ce garçon a été tué par sa propre famille, c'est-à-dire au niveau des affaires. Pourquoi Eugène Akam est mort? Enfin, dans les affaires, pourquoi est-ce qu'on a fini avec Eugène? On a fini avec Eugène Akam, pourquoi? Tout simplement parce que on commençait à parler de lui en bien au niveau de la au niveau du palais, qu'on se rendait compte qu'il commençait à prendre de l'expérience, à s'intéresser aux affaires. Ça a mis les parents dans l'embarras. Et ce sont les parents qui l'ont cassé. C'est comme ça que c'est-à-dire qu'on est dans un système où les parents se comportent comme des ogres. Ce sont les parents même qui tuent leurs enfants, qui empêchent les enfants de s'épanouir. Et on va avancer comment? Comment est-ce que les parents peuvent empêcher leurs enfants, leurs propres enfants? Quand le président Paul Biya lui-même il voit dans le Sénégal aujourd'hui, et quand il regarde Franck, il se dit que Franck, lui, il est quoi? Que Franck, c'est une mauviette? Est-ce que le président Paul Biya peut donc tenir une discussion avec le jeune président, le jeune président sénégalais, sans se faire répéter la même question 6, 7, voire 8 fois? Qui? Est-ce que nous-mêmes, quand on se regarde dans la glace, on se dit franchement, on est les meilleurs? Vraiment, moi, j'aimerais vraiment qu'on se pose cette question. Est-ce que quand on voit tous ces enfants-là, les Cabral, tous ces qui sont à la cinquantaine ou à la quarantaine, même à la trentaine, quand on voit les jeunes des autres pays prendre leurs responsabilités et prendre leur pays en charge, en regardant tous les paramètres, on se dit que nous, au Cameroun, tous ces jeunes-là, eux, ils valent quoi? Ils sont là juste pour boire les ruinards, pour faire la fête. Chez nous, on nous disait que les parents, ils aiment quand ils voient ta femme venir demander l'argent du marché. C'est quoi cette philosophie?
Comment est-ce que un parent peut se réjouir de voir la femme de voir sa belle-fille venir lui dire le matin que papa, beau papa, on n'a pas à manger chez nous. On aimerait que tu nous dépannes. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc, à tous nos parents, il ne faut pas que après le président Paul Biya, qu'on garde une très mauvaise image de nos anciens. Parce qu'à partir de ce problème, tous les vieux après Paul Biya vont être indexés. Tous ceux qui vont atteindre cet âge-là vont être indexés à chaque fois qu'ils auront fait quelque chose de travers. On va tous les comparer à Paul Biya. Or, nous, on a toujours su que les vieux étaient des sages. On nous a toujours dit ça. C'est quoi ces vieux de l'an 2000 à l'an 2025 qui ne sont plus des sages, mais qui sont plutôt, qui s'accrochent au pouvoir comme des sangsues. Comme des sangsues. Donc, moi je continue à dire à mes frères, ne nous décourageons pas. Continuons à développer ce qui va déjà permettre à ce que tous les civils qui parlent deviennent des citoyens en se prenant en charge et en prenant des cartes. Oui, Marivonne, moi, franchement, si on se met à chercher les coupables de qui a fait quoi, on ne va jamais s'en sortir. Moi, je crois que nous sommes adultes, nous savons quels sont les problèmes que nous rencontrons. Si nous voulons les régler, le premier acte, c'est de voter. C'est de voter. Parce que si on se met à se dire qu'on va faire un tribunal de savoir qui était plus tribaliste que qui a dit quoi, on va tourner et on n'aura jamais la solution. On n'aura pas. Ça va nous emmener dans des querelles qu'on connaît depuis des années. Or, 2025, ce n'est pas l'heure où on doit faire des querelles. 2025, c'est l'heure où on doit choisir. Et c'est pour ça que je profite aussi de ce choix pour dire à certains compatriotes qui veulent compliquer ou jouer le jeu de ceux qui veulent compliquer la chose. Je dis bien, ils veulent compliquer ou ils veulent jouer le jeu de ceux qui veulent compliquer la chose. Je parle ici des dates pour les législatives et les municipales et les dates des présidentielles. Et je le dis tel que je le pense. Je ne suis pas là pour refaire la loi, ni pour l'apprécier. Je dis tout simplement que à chaque fois qu'un peuple s'est choisi un nouveau dirigeant, vu que le peuple a toujours raison, le peuple s'est toujours arrangé à donner à son élu le pouvoir, les moyens de gouverner. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup se disent que oui, les législatives, c'est avant. Nous, on n'est pas bloqué sur les législatives. Les législatives, c'est une histoire de parti. Oui. Ça, les partisans, préparez-vous pour les législatives. Même si elles se font en 2030, vous irez là-bas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui sera le number one, le numéro 1. C'est lui, c'est lui. Et on sait que quand un peuple a déjà choisi son numéro 1, comme le peuple n'est pas bête, le peuple sait que si vous choisissez un homme, il faut lui donner les moyens de pouvoir gouverner, le même peuple va lui donner une majorité à l'Assemblée nationale. Le même peuple. Et bien sûr, des places dans les mairies avec des conseillers municipaux. Le même peuple va toujours voter. Donc que ça se passe avant, que ça se passe après, ne doit pas être un souci de friction. Parce que si on en fait un souci de friction, ben, le pouvoir, il faut bien comprendre, hein, le pouvoir ne veut que le désordre. Là où le président Paul Biya est là, c'est quand il y aura le désordre que lui, il sera rassuré. Parce qu'il se dira que, imaginez-vous, vous commencez comme ça, je ne suis pas encore parti. Quand je vais partir, ce sera comment? Donc ce désordre qui est en train de se faire profitera à M. Paul Biya.
Oui, il faut le comprendre. S'il y a un désordre aujourd'hui, c'est lui qui sera bénéficiaire. Parce qu'il se mettra dans la posture que ceux qui viennent là viennent pour faire le désordre. Et ça va créer tellement... On sait que les gens vont monter de tous les côtés. Ça va faire tellement de dégâts qu'il y a des gens qui vont finalement se dire que vraiment on aurait préféré ce vieux monsieur par rapport à tous ces jeunes, à tous ceux qui viennent nous chercher des problèmes. Or, on doit éviter ça. On doit éviter ça. Parce que le bilan en lui-même, il n'est pas bon. Si, à partir d'un mauvais bilan, on se joue sur la sécurité, quelque chose que j'ai toujours dit, moi le Cameroun n'avait jamais de problème. On se retrouve aujourd'hui, on a des problèmes à l'est avec des intrusions des rebelles, on a des problèmes au nord, on a des problèmes au Nozo. On n'est pas né avec ça. Mais ces problèmes, tout le monde doit être conscient que c'est parce qu'il y a eu le Nozo qui est à la rue des Généraux à Yaoundé. Il n'y aurait pas eu le Nozo, il n'y aurait pas eu la rue des Généraux. Tous ces militaires qui se construisent la maison là, en ce moment, vous croyez qu'ils prennent l'argent là où on a augmenté leur salaire? C'est parce qu'il y a tout ce trafic qui est lié à toute cette insécurité bien définie. Parce que l'insécurité est bien définie et bien proportionnée à des endroits. Et chacun tire ses avantages en fonction des responsabilités qu'il a. On a entendu des militaires se plaindre. On sait qu'il y a du carburant qui sert à l'armée, qui est vendu dans les sous-quartiers, on le sait. Et que c'est tout cet argent mélangé qui vient maintenant à Yaoundé et qui vient construire les villas et les châteaux qu'on voit les colonels et les généraux se faire toute une rue. Toute une rue. Vous savez, notre pays est une bizarrerie sur certains points. Déjà depuis les indépendances. On a été bizarre sur certains points. Parce que après les indépendances, les gens se sont partagés les biens. Dès que les Occidentaux sont partis, les gens se sont partagés les biens. Et Sopo Priso, il a eu, je crois, plus de 300 villas à Douala. Les Fouda André, ils ont eu des centaines de maisons qu'on leur a données. Tous ces biens, normalement, auraient dû appartenir à l'État camerounais. Mais on a préféré les donner à des individus. Donc, ils se sont partagés. Le partage du Cameroun ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Les enfants Fouda André vivent aujourd'hui grâce aux maisons que les colons ont laissées. Les descendants Sopo, ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Donc, c'est cet état d'esprit qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez qu'à Yaoundé, on va vous dire que telle rue, ce sont les premiers ministres qui sont là. Telle rue, ce sont les généraux. On fait des choses bizarres. On fait des choses bizarres chez nous. On fait des choses bizarres. Je ne sais pas pourquoi on est obligé de faire des rues. Et on donne cadeau, hein, parce que la rue des premiers ministres, c'est la communauté urbaine qui a offert des cadeaux à chaque premier ministre. Oh, vous offrez des cadeaux, vous avez même vous-même, vous n'avez même pas où habiter. Regardez l'état de Yaoundé. Regardez l'état de Yaoundé. Donc, moi, aujourd'hui, je voulais quand même, je voulais partager avec vous cette idée de répondre aux gens du RDPC pour leur dire que les obsèques, la volonté de faire mourir le président Paul Biya au fauteuil, comme certains le veulent, n'est pas une chose qui va être bien vue par tous les Camerounais. Parce que le premier président du Cameroun, lui, il n'a pas encore eu ses obsèques. Donc, faisons les choses dans l'ordre. Si vraiment ce sont les obsèques de nos personnalités que vous voulez sauvegarder, encore que quand vous voyez la tombe du premier ministre Charles Assale, qui est abandonné dans un bosquet là-bas à Bolova, quand vous voyez ça, vous vous demandez pourquoi on s'arrête au président. Les premiers ministres,
tous ces gens qui ont servi le Cameroun, les André Marimbida, il faut qu'on les honore tous. Il faut qu'on les honore tous. Bon, nous ne sommes pas encore là. Aujourd'hui, nous sommes au feu de l'action. Essayons, on ne perd rien à faire un peu comme les autres. Prenons notre courage et parlons du Cameroun en se disant que c'est le revoir que nous préparons au président Paul Biya, qui est notre engagement. Et c'est celui-là qui va aboutir au changement. Notre engagement, c'est ça. Il faut qu'on accompagne le président Paul Biya à rentrer au village en 2025. Ça a été une demande que lui-même a faite et je crois qu'il est temps d'honorer cette demande. Il est temps d'honorer cette demande. Et puis, beaucoup de sujets sont développés au Cameroun pour cette idée de fédéralisme. Personne n'est contre l'idée proprement dite de fédéralisme. Mais il faut qu'on soit aussi, il faut qu'on soit un peu sincère. C'est que si on n'a pas les mains assez solides pour tenir les choses au niveau national, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément les mains solides pour tenir les choses au niveau régional. Hein. Parce que même dans les régions, les mêmes gourous qui à Yaoundé, ils viennent faire la loi dans les régions. Hein. Ils viennent, ce sont les mêmes qui font la loi dans les régions. Donc, c'est une idée, la forme de l'État, c'est quelque chose pour moi qui viendra, qui va venir compléter l'idée que les Camerounais sont prêts à vivre autre chose. Parce que la corruption, elle est dans l'ADN du Camerounais d'aujourd'hui. Oui, la corruption est dans l'ADN du Camerounais d'aujourd'hui. Donc, c'est notre vrai problème. C'est un problème de paramétrage, on doit reparamétrer notre façon de penser. Et quand on vient dans ces pays modernes, on arrive à avoir confiance à la liberté. On arrive à avoir confiance à la liberté. Et la liberté n'a de sens que s'il y a un peu d'égalité. C'est-à-dire que chaque citoyen puisse profiter de ses droits en fonction de ce que dit la loi. Et ça, nous, on doit encore mettre ça dans nos esprits. Parce que tout le monde s'est mis en mode survie, c'est-à-dire en mode corruption active au Cameroun. Tout le monde. Ça part du gardien jusqu'au ministre, jusqu'au président. Ça part du gardien jusqu'au président. Ceux qui n'y pratiquent pas sont ceux que vous ne voyez jamais. Et ils sont là, tout silencieux, à vivre tranquillement. Mais tous ceux que vous voyez à la une, non, ils sont tous en mode corruption. Ils sont tous en mode corruption. Vous ne pouvez même pas vous imaginer les combats que nous menons dans notre sud natal. C'est-à-dire essayer d'enlever dans l'esprit de nos jeunes que un jour, on va retrouver quelqu'un d'autre en haut et il va sûrement falloir se refaire citoyen. Parce que beaucoup n'ont même plus conscience de leur place de citoyen. Beaucoup se disent que parce qu'ils appartiennent à ce milieu, ce sont des faiseurs de leçons. Qu'ils sont capables de vous dire ce qui est logique, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors qu'ils sont tous dans le faux. Ils ne vivent que de ça. Ils ne vivent que de ça. Nos chefferies, franchement, le moment venu,
chaque région, chaque ethnie se fera une idée de ce que représente encore la tradition dans son esprit. Parce que les chefferies, malheureusement, les chefferies n'apportent pas un bon exemple, malheureusement. Nous autres avons été élevés par des chefs traditionnels. C'est le jour et la nuit, ce que nous voyons faire les chefs. Nos grands-parents n'assisteraient pas à ce genre de choses. Ils n'assisteraient pas. Ils ne viendraient tout simplement pas. Parce que on a ridiculisé, la tradition est ridiculisée dans tous les coins du Cameroun. Que ce soit au nord, les chefs traditionnels là-bas sont achetés à vil prix. Que ce soit à l'ouest, les chefs traditionnels ne valent rien, on les achète. Au sud, n'en parlons plus. Au centre, ils ont même disparu. Si on voit des gens comme Amouroubeling venir dire que ce sont les hommes lois, ça veut dire que même au centre, même eux, ils ont disparu. Au littoral, on ne parle que des familles royales. De temps en temps, on nous montre le Ngondo. Mais est-ce que les gens pratiquent vraiment ça? Donc, retenez bien ici, à l'extrême nord, à vous, les jeunes, que en dehors, nous, on vient seulement vous répéter des questions, on apporte des interrogations et on vous laisse libre de choisir. On vous a déjà demandé ce qu'il y avait avant. Ici, on vous a demandé ça. Vous êtes libre de répondre. On vous a fait comprendre que l'éducation nationale ne tenait plus compte de votre mode de vie. C'est pour ça que le délégué est venu dire publiquement que lui, s'il apprend encore qu'un professeur a seulement touché l'oreille d'un enfant, c'est le professeur qu'il vit et il s'est fait applaudir par les enfants, c'est-à-dire par les élèves. Donc il a tué l'autorité de tous ceux qui viennent enseigner les enfants du Nord. Alors que nous savons que au Nord Cameroun, il y a une tradition, il y a une culture, et que les deux, ces choses ne sont pas incompatibles avec l'éducation. Elles ne sont pas incompatibles. Donc, vous avez la responsabilité de répondre aux Camerounais. Tout le monde a conscience que c'est souvent des plateaux de la Damaoua, du nord et de l'extrême nord que se joue l'élection. Ça, on le sait. C'est à vous de prendre la première des décisions. C'est de vous dire à vous, tous les jeunes du Nord, que si vous voulez arrêter le phénomène des motos, le phénomène où on ne vous propose que des motos, commencez par vous dire que vous pouvez voter tout le monde en 2025. Si vous voyez le nom de Paul Biya, prenez le courage de traverser cet interdit et de jeter ce bout de papier dans la poubelle. Ou, si vous ne jetez pas, vous prenez les autres, vous prenez celui que vous votez et vous prenez tous les autres, vous mettez dans la bouche, vous mâchez. Parce qu'ils vont vous menacer. Mais on ne peut pas vous obliger. On ne peut pas vous obliger à voter pour un candidat. On ne peut pas. Donc, vous avez la responsabilité. Nous, on va compléter. On va compléter. Personnellement, je me suis fait allumer par un frère qui me disait « Bonsoir Guizo », qui me disait que j'ai dénoncé Cabral par rapport à une histoire avec Charles Loïc. Maintenant, je demande pourquoi. Mon frère, il faut bien comprendre que les gars là, on va les prendre au Cameroun. Hein. Les gars là, on va les prendre au Cameroun. On peut reconnaître les mérites que peuvent avoir certaines personnes. Cabral a été un jeune très courageux au Cameroun. Il mérite ce respect-là. Et quand je vois un peu son travail au niveau de l'Assemblée, enfin ce qu'il essaye de faire, je trouve que si on décerne des appréciations aux députés qui ont essayé de jouer le jeu, de remplir leurs fonctions,
je crois sincèrement que Cavaille ne sera pas le dernier des députés, parce qu'il a démontré que pour ce qui est du travail des députés, il a compris ce qu'il fallait faire. Moi, j'ai donné une note de 1,5 sur 20. J'ai donné une note de 1,5 sur 20 aux députés du Djaïlobo, qui ne sait même pas comment on fait une loi. Il ne sait même pas comment on s'assoit pour préparer une loi. Et depuis qu'il est là, il n'a jamais pris la parole, ne serait-ce que pour dire un mot au niveau de l'Assemblée. Donc lui, on l'a payé pour rien. Et on le paye pour rien. Donc, moi j'ai un certain respect pour ce frangin, Cabral. Dans la vie, on ne peut pas dire, on ne peut pas demander à qui que ce soit d'être à 100% droit. On ne peut pas demander ça. Et je n'ai pas fait un appel au vote. J'ai demandé pourquoi pas. Donc, ma question devait susciter juste des interrogations et voir un peu comment est-ce qu'on pouvait, comment est-ce qu'on prenait la chose. C'est un sondage populaire. Donc, je me suis arrêté à ce sondage. Je continue, je donnerai d'autres noms. Hein? Il y a le frangin Serge Espoir. On ne sait même plus, on ne sait pas où il est passé. Bon, on se dit qu'il négocie encore le contrat. Lui, il loue souvent les bus quand c'est la campagne. On attend, il va sûrement nous louer un bus. Et on verra. Bon, il y a eu beaucoup d'interrogations. Depuis le départ, je vous parlais des questions que je me posais par rapport au professeur Kamto. J'ai eu certaines réponses. Par exemple, l'affaire l'affaire de la grâce. Oui, j'ai eu la réponse de la grâce. Mais j'ai encore des questions. Et qui vont venir au fur et à mesure. Bon, la question qui taraude mon esprit, c'est celle que tout le monde se pose maintenant. Quel va être le mécanisme qui va permettre à ce qu'il soit candidat? Ça, sauf si vous avez des nouvelles, dites-nous comment il va faire pour être candidat. Déjà, on voit comment Cabral, on est en train de lui créer des problèmes. On ne sait pas s'il va s'en sortir. Bon, je sais que c'est un garçon qui est teigneux et qu'il va tout faire. Et on est aussi dans les mêmes spectatives avec le professeur. C'est-à-dire, on se demande, à partir du moment où il n'est pas dans une situation linéaire, qu'il explique ou qu'on nous dise comment ça va se passer. Parce que pour être candidat, il y a des conditions. Comment il va remplir ces conditions pour que ceux qui hésitent puissent déjà avoir un aperçu. Et il ne faut pas venir raconter des choses qui ne seront pas, qui seront des à peu près. Parce que la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Il n'y a pas de loi, on ne va pas créer une loi pour un individu. La loi, elle est là. Donc, on se met tous par rapport à cette loi. C'est la même situation que je parlais par rapport aux législatives. Oui, Janine, dire que ne vous inquiétez pas pour Kamto, peut-être que vous, ça ne vous inquiète pas. Peut-être que vous avez déjà l'assurance de la majorité des votants. Mais nous sommes des électeurs. On est obligé de s'inquiéter. Nous, on est obligé. Parce qu'il va bien peut-être falloir qu'on aille voter. Ce n'est pas en restant sans être inquiété qu'on va trouver la solution. En attendant, le moment va venir, bien sûr. On n'a pas encore lancé. Mais on se pose ces questions. On se les pose. Il y a le frère Christian Bomo, le maître Bomo, qui a déjà annoncé que lui aussi, il est partant. Bon, on verra. Hein, on verra. On verra où est-ce que ça va nous emmener. Il faut bien se dire une chose. C'est qu'on doit arrêter de rendre
de rendre la fonction de président comme si c'était une fonction qui sortait une fonction du ciel. Non, non, non. Le président d'abord, c'est même d'abord, sincèrement, je crois que c'est l'un des salariés les plus fainéants de la République. Parce que le président de la République, il fait quoi? Il a des conseillers juridiques, il n'est là que pour l'appréciation. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des qualités super exceptionnelles. Même un agriculteur peut devenir président du Cameroun. Président d'une république, pas seulement du Cameroun. On a des cas, on a des agriculteurs qui occupent la fonction. Donc, peut-être que j'ai vu un monsieur qui disait hier, qui avait fait une vidéo que lui, c'est Dieu qui a dit qu'il va changer Paul Biya. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Et bon, c'est un homme d'un certain âge, hein. On se dit qu'il est sérieux. Lui, c'est un pasteur, tiens, c'est un pasteur. Lui, il est convaincu que lui, il est déjà le 3e président. Et que même Paul Biya le sait, que les conditions qui ont fait qu'il devienne président, il les a remplies. Quand on lui demande qu'il était en concours avec qui, il dit qu'il ne connaît pas les autres. Mais que lui, il sait que lui, il a rempli la condition pour être le 3e président. Bon, on va laisser ce monsieur déjà fêter son poste de président tout seul, en attendant qu'il vienne fêter avec nous, parce que nous, pour l'instant, nous, on ne l'a pas encore mis là. Mais pour vous dire que, malgré tout, nous devons vraiment garder espoir. Gardons espoir et continuons pas à frustrer les gens, parce que franchement, mettons les gens dans la bonne ambiance pour que les gens aillent. On peut voter même en souriant. Le vote, ce n'est pas la guerre. C'est vrai que c'est les résultats qui font que certains se mettent à pleurer, d'autres sont contents. Mais ça ne doit pas être la guerre. C'est comme un match de foot. Il y a un gagnant et un perdant. Et oui, là où je suis, là, moi, je ne sais même pas encore si je ne sais pas encore qui je vais voter. S'il m'énerve, peut-être que moi, je serai même candidat dans l'histoire, là. Même si on se retrouve à 500. Parce que pourquoi est-ce que les gens veulent nous embêter pour des petits trucs? C'est quoi diriger un pays de 30 millions d'habitants? Ce n'est même pas une préfecture en Chine. Comment on vient nous emmerder avec ça? Comme si gérer le Cameroun, il faut avoir, c'est quoi tout ça? La seule qualité qu'on demande au président du Cameroun, c'est de ne pas être gourmand en argent. La seule, c'est-à-dire que c'est d'être le plus modeste possible. C'est la seule qualité qu'on demande au président du Cameroun, de ne pas aimer l'argent. Et d'aimer que les Camerounais aient l'argent. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. Guizot, non, je ne suis pas candidat. Pas encore, je suis trop sévère pour être candidat. Si moi je suis candidat, c'est sûr que d'office, premier acte, je ferme les bars de 9h à 11h et de 14h à 18h. D'office, premier acte. Moi je ferme. Et je fais même déménager les brasseries de là où elles sont. Je les envoie ailleurs. Si moi je suis chef d'État, non, les brasseries déménagent dans les 5-6 mois qui vont suivre. Déménagent et vont s'installer ailleurs. Et je les fais taxer, je les taxe pas ce que Trump fait là-bas. Je taxe tous les produits importés qui font de la bière, je les taxe peut-être même à 200%. Comme ça, ne boira que celui qui pourra. Ça, c'est moi, hein. Ça, c'est moi. Et bien sûr, je viderai les quartiers, ça obligatoirement. Celui qui n'a pas un emploi en ville, il rentre au village. On lui trouve un emploi au village. Il y a trop de gens qui vivent en ville qui n'ont rien à faire. À la limite, qui coûtent même cher, ce sont eux qui passent le temps à voler ou qui passent le temps à se mettre sur la poche de ceux qui travaillent. Donc, à partir du moment où on ne produit pas, si on reste là juste pour consommer, on devient un problème. Mais moi président, non, vous allez avoir chaud. Hein, avec service militaire obligatoire à 18 ans, chaque Camerounais fera 1 an.
tu donneras 1 an de ta vie à ton pays. On ne te demande pas. Mais moi, je dis, ce n'est pas moi. Moi, vous ne pouvez pas me supporter. Vous allez supporter les autres. Eh oui, moi, vous ne pouvez pas me supporter. Je peux être trop violent pour vous, pour le peuple, et les gens vont se dire que j'apporte déjà des choses d'ailleurs. Mais on va soutenir et on va accompagner ceux qui seront là. On va soutenir et on va accompagner ceux qui seront là. Parce qu'on ne veut que du bien de notre pays. Et on doit être... C'est là où, c'est sur cette élection, très franchement, que je saurai le niveau d'orgueil des Camerounais. C'est sur cette élection-ci. Bon, les affaires de foot et de machin, là, je fais partie de ceux qui considèrent que c'est de la pure distraction. Du fond de mon cœur, pour moi, la FECAFOOT devrait être dissoute. Point barre. Et on recrée une nouvelle entité, on repart sur de nouvelles bases. Maintenant, y en a pour qui c'est un moyen de vivre. Je ne sais pas ce que ça apporte. Mais quand on voit tout ce qu'on dépense pour cette distraction, on se dit qu'on pourrait quand même faire un équilibre. Parce qu'il y a d'autres sports qui en pâtissent. Il y a d'autres sports qui en pâtissent. On n'est pas champion seulement au foot. On est aussi champion en boxe. On est champion on a eu des champions en athlétisme. On a eu des champions dans beaucoup de disciplines. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que le foot qui a le droit de profiter du budget du Cameroun. Mais bon, ça a toujours été utilisé pour distraire les gens. Jusqu'à ce qu'on en arrive à nous énerver et à en faire quelque chose qui nous met même en tension. Parce que quand on arrive déjà à parler des affaires de tromperie dans les foyers, des machins, franchement, le foot nous emmène déjà sur d'autres sujets. Et ça ne nous fait pas grandir. Le foot particulièrement ne nous fait pas grandir. Le foot, c'est un équilibre pour des pays comme la France, parce qu'il y a une mixité sociale à gérer. Mais déjà, le foot camerounais ne se joue même plus. On joue le foot occidental au Cameroun. Le foot que nous, on a connu, c'était tu passes la balle, ne passe pas. Voilà. Et tu savais comment tu mettais ton pied pour passer. Donc, il fallait être un peu plus intelligent. Le foot d'aujourd'hui, il est académique. À peine tu as la balle, on te dit que tu dois la garder 5 secondes et donner à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez comprendre à ça? Nous, on a joué à des tournois de foot où, derrière les cages, il y avait un gros arbre. Quand tu tirais, ça tapait sur l'arbre. Le gars disait que tu n'avais pas marqué. Et ça finissait en baston. Vous croyez dans les villages, là, ça se passe comment? Il y a un arbre derrière les cages du gardien. Toi, tu donnes un bon coup franc. Si le ballon touche l'arbre, le gardien, lui, te dit que non, c'est lui qui a renvoyé. Donc, ça reste une distraction. Le foot, c'est une distraction. Et il y a des gens qui en profitent et qui sont en train de saigner les comptes du pays en profitant de cette distraction. On espère seulement que les résultats qu'on a eus vont nous remettre à notre place. Parce qu'on ne va plus faire les beaux en se disant qu'on est les meilleurs. Maintenant, on va aller à la CAN tête basse en se disant que peut-être qu'on va encore pouvoir faire quelque chose. Sur ce point-là, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid que le Cameroun ait été éliminé ou... Non, 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 au contraire. Moi, je dis que c'est le karma, comme on dit. C'est le karma. Bonsoir, Pierrot. Donc, mes frères, battons-nous, continuons la sensibilisation. Bon, moi, j'ai pris le temps. C'est vrai, je m'occupais d'autre chose. Je m'occupe aussi de cette compétition au Cameroun. Et je suis agriculteur, hein, en même temps. Donc, j'ai aussi mes plantations.
Il y a des problèmes avec les employés, vous savez comment ça se passe. Donc, on s'occupe de tout ça. Et ça fait que, bon, on n'est pas régulier à venir vous rencontrer sur la toile. Mais on suit les mouvements de la toile. La toile secoue. On voit que ça secoue tellement que hein, les choses de la chambre sortent. Et les Camerounais adorent ça. Ils aiment entendre les choses qui ne font pas avancer. Ils aiment la distraction. Donc, je viendrai souvent pour la distraction. Mais le temps que moi je passe là, c'est surtout celui qui va accompagner jusqu'à l'élection. Bon, après l'élection, je continue ma petite route à faire autre chose. Et je suis ici pour dire aux gens, mes frères, mes sœurs, la liberté n'a jamais été donnée. Jamais, aucun pays au monde. Nos parents se sont battus dans cette France-là où tout le monde profite. Se sont battus pour être libres. Bonsoir Pierrot, bonsoir. Et si nous, on veut aussi être libres au Cameroun, il va falloir qu'on se batte. Et la meilleure des bastons, c'est le vote. Allons voter. Encouragez les gens à voter. Encourageons les gens à voter. Eh ouais. Donc, vraiment, merci de... Parce que je suis d'accord avec toi. Beaucoup de gens disent des choses sur ce jeune homme. Moi, je reconnais que Cabral a été très courageux. Parmi les jeunes, c'est un jeune très courageux. Oui. Et nul n'est faillible. Moi-même, j'ai parlé de cette affaire avec Charles Loïc parce que on a assisté à la scène. Et vous savez, l'humain, c'est un être, l'humain est bizarre parmi les êtres qui vivent sur la terre. L'humain est le seul être qui est doté d'une certaine intelligence qui fait que, malgré tout, on peut toujours trouver des défauts à chaque homme. Il n'y a personne sur terre. Donc moi, je peux excuser Cabral. Je sais qu'il n'avait rien. Moi, à titre personnel, quand il commençait en politique, on l'a bien vu venir. C'est un jeune qui n'avait rien. Si il est venu en politique pour se faire de l'argent et ne faire que ça, il sera très vite dévoilé. Il ne va pas durer long feu. Mais si ce jeune homme est habité par quelque chose de profond, on le saura aussi. On ne peut pas changer le destin de quelqu'un. On ne peut pas. Donc, on va juger tout le monde sur pièce. On va juger tout le monde sur pièce. Mais, en jugeant les gens, il faut reconnaître les qualités des uns et des autres. Hein? Il y en a qui n'ont pas faim, mais ils servent à quoi? À quoi sert Joshua, l'homme du SDF? Il sert à quoi? Depuis qu'il est là, franchement, il sert à quoi? Moi, je ne vois pas trop son impact. Hein. Et il est aussi une des preuves manifestes que la double nationalité est active au Cameroun, parce que lui, c'est un Suisse camerounais. Donc, il est passé par un autre système pour arriver là où il est. Nous tous, nous pouvons utiliser ce chemin si on a les mêmes ambitions. Bon. Moi, personnellement, des responsabilités publiques ne me motivent pas au Cameroun en ce moment parce que je trouve que le peuple n'est pas prêt. Il faut encore une certaine qualité de responsable pour accompagner ce peuple. Mais des gens qui ont une autre façon, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mondialistes. Un mondialiste ne peut pas
ne peut pas faire appliquer au Cameroun ce qu'on fait appliquer ailleurs, les gens ne comprendraient pas. Ils ne sont pas encore, les gens ne sont pas encore prêts. Donc, ils ont besoin de se lancer pour que ceux qui seront là, peut-être en 4e ou 5e République, auront l'occasion d'avoir des gens comme nous qui sommes des progressistes. Moi, je ne veux que le développement. Développement par le travail et partage des richesses. Je demande rien d'autre. Celui qui a travaillé doit avoir son salaire. C'est le principe simple de la vie. Avec une dose de capitalisme, une dose de socialisme, pour que tout le monde puisse au moins s'épanouir. Travailler et profiter du fruit de son travail. Pas de tromper comme on est en train de faire avec les cacaoculteurs. On fait croire que non, le prix est monté à 100 000, c'est parce qu'on est des champions. Zéro. Vous êtes des champions dans rien du tout. Vous n'êtes que face à une situation économique qui fait que les prix peuvent monter maintenant. Mais vous ne pouvez pas garantir aux Camerounais que le cacao va redescendre à 700 francs l'année prochaine. Ce qui est fort probable. Le cacao va revenir à son juste prix qui avait été à la limite pensé déjà. C'est-à-dire qu'il fallait au moins que le kilo traverse les 2-3 euros. Mais les gars veulent nous amener ça à 1,5 €, maximum 2 euros. C'est là que ça va s'arrêter, le kilo de cacao. Et nous, on avait dit que si on voulait rester logique, on pourrait au moins exiger la transformation du cacao même à 40 ou 50%, c'est-à-dire faire de la masse. On le torréfie, on l'écrase et on l'exporte écrasé. Au moins, on a récupéré une partie des emplois. Pas d'offrir gracieusement des emplois aux autres. Quand on donne la graine à un pays, on lui donne toute une chaîne d'activités que nous, on a besoin. On ne veut pas être les meilleurs chocolatiers du monde, mais on peut vendre aux Suisses et à tous ceux qui font le chocolat du cacao écrasé. On ne l'écrase pas à la main, on l'écrase avec les mêmes machines qu'eux aussi ils utilisent là-bas. Donc vous avez des produits comme le cacao, qui pour moi sont encore des produits d'appauvrissement. Tant qu'on ne transforme pas, le cacao est un produit d'appauvrissement. Le jour où on transformera, oui, le cacao va monter même à 5 000 francs, 6 000 francs le kilo. Si on transforme au Cameroun, le cacao monte à 5 000, 6 000 et il se stabilise là. Mais la petite montée de cette année, c'est juste pour embellir. Ça tombe tellement bien parce qu'il y a élection l'année prochaine que les cacaoculteurs peuvent se dire qu'en 42 ans, le président a fait un coup de bâton magique. Il a transformé le cacao en or en une année. Sur 42 ans, si on vous fait ça une fois, ce n'est pas beaucoup, hein? Parce que vous avez travaillé pendant 42 ans. Donc, on se suit et on va continuer. On va continuer. Moi, j'ai envie de passer un peu de temps à... Je vais descendre à l'Est. J'ai envie de passer un peu de temps à l'Est. Parce que l'Est du Cameroun, il y a un scandale là-bas. Il y a un scandale à l'Est. Et mon séjour à l'Est va m'obliger à m'arrêter d'abord à Nangué-Boko. J'ai dirigé la série Courir à Nangué-Boko. J'ai quelques mots à dire aux gens de Nangué-Boko. Parce que je connais la ville. Et les mêmes relents que je ressens quand je suis à Saint-Vélima, ils sont les mêmes que je ressens quand je suis à Nangué-Boko. Parce que c'est une honte. Nangué-Boko, c'est une honte. Voici une ville où l'exploitation de cacao a au moins un siècle. Hein. Nangué-Boko. Au moins un siècle. Qu'on fait de l'exploitation là-bas.
Donc, on va prendre le temps d'arriver à l'Est et on va s'arrêter d'abord en Anguéboko pour descendre plus profondément et remonter parce que le trafic d'or qui se passe à l'Est, c'est un vol à ciel ouvert. Et il faut que les Camerounais soient au courant de cette affaire. Ouais, j'ai des gens qui... J'ai des pierres précieuses ici que les gens m'envoient, hein, qu'on me propose de vendre. Il y a des gens me proposent des fortunes du Cameroun. Des fortunes. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ce fait. Il faut qu'on prenne conscience. Parce que là, ce sont les Chinois. Le crime profite à la Chine en ce moment. C'est les Chinois qui sont en train de piller tout l'or. Ils arrivent même à racheter des maisons de villageois pour relaver la terre qui a été utilisée pour faire cette maison. Parce que la terre, même cette terre a de l'or. Et les pauvres gens de là-bas, est-ce qu'ils en profitent? Est-ce qu'ils voient la couleur? Donc, cette affaire, on va en parler. On va en parler. Moi, j'ai passé un week-end délicat. Et la semaine, je ne suis pas très en forme cette semaine. Enfin, délicat. Si on fait ces bilans de santé, et j'avais des rendez-vous au niveau du cardiologue. Je ris de ça parce que je vous avais dit que je suis allé voir le médecin du travail il y a de cela quelque temps. Et quand j'ai vu le médecin du travail, je suis tombé sur une jeune Camerounaise qui est médecin de travail. Et elle m'a reconnu. Elle m'a reconnu. Je ne savais pas qu'on pouvait me reconnaître. Vraiment, ces choses-ci sont bizarres. Et quand elle m'a reconnu, elle m'a donné une autre prescription pour suivre, parce qu'elle trouvait que j'avais une arythmie cardiaque. Donc, elle voulait que j'aille faire des tests chez un cardiologue. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais voir le cardiologue jeudi. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais figurez-vous que même le cardiologue, c'était une jeune Camerounaise. Je suis tombé, c'est pas dans le même pas dans la même ville, pas dans le même pays. Mais je suis allé voir un cardiologue, j'ai pris rendez-vous, et je suis tombé encore sur une Camerounaise. J'ai dit, mais je comprends pas. Il n'y a que les Camerounais qui travaillent ici. Vous voyez, tout ce personnel, il est à l'étranger. On peut bien comprendre pourquoi les dirigeants viennent ici. Donc, ils chassent les meilleurs parce qu'eux-mêmes, ils veulent quitter le pays quand ils sont malades pour venir se faire soigner ici. Donc, sinon, rien de grave. Les visites se suivent. Hein, c'est une question de bilan de santé. Rien de grave, mais ça m'a beaucoup marqué de voir le médecin du travail, une jeune Camerounaise, le cardiologue, une jeune Camerounaise. Je dois aussi voir le pneumologue. J'espère que, bon, je vous dirai. Hein. Si c'est encore une Camerounaise, en ce cas, je dis qu'on achète une clinique. Hein. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite une bonne soirée, bonne continuation à tout le monde. Et dites bien aux responsables et aux communicants du RDPC que l'idée, ceux qui continuent à appeler le président Paul Biya pour qu'il aille mourir au pouvoir, n'arrange pas les choses. Parce que les Camerounais prendraient mal la chose qu'on fasse les obsèques de M. Paul Biya sans que M. Ahidjo ne soit au Cameroun. Moi, je dis ce que je pense. Voilà, je dis ce que je pense. Bonne soirée à tout le monde. Et maintenant, si les gens veulent voir sur le terrain ce que ça va représenter, allez-y, vous verrez. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et on le dit calmement et respectueusement.
Cher grand frère, monsieur Paul Biya, ne mets plus ton nom. Ne mets plus ton nom. On est prêt à aller t'accompagner en Vomaka. J'ai toujours expliqué, Paul Biya, traditionnellement, n'est pas mon père, c'est mon grand frère, dans la tradition Boulou. C'est pour ça que je dis toujours, cher grand frère. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et bien des choses à tout le monde. À la prochaine, je vous dirai quand on va atterrir à l'Est. Bonne soirée, et tant que j'aille prendre mon petit goûter, je suis fatigué. On fait comme ça. Ciao, ciao.